Mais là, tu autorises absolument tout avec Temu. Au point où tu les autorises même à lire ce que tu frappes sur ton clavier. Écoute, ils sont des fermes de robots. Là, c'est des milliers de robots qui t'injectent des vidéos, des textes, des opinions sur les réseaux sociaux, là, comme ça se peut même pas. En fait, je suis vraiment pas sûr de mes chiffres, mais je pense qu'il y a plus de robots aujourd'hui sur Internet que d'êtres humains. La donnée, là, c'est devenu une arme, tout simplement. Donc, le champ de bataille s'est déplacé sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Et la donnée, c'est les munitions avec lesquelles on attaque. C'est ni plus ni moins ça. Puis ça, les gouvernements l'ont compris. Donc, imagine demain qu'une intelligence artificielle tellement intelligente, dotée de conscience, etc., qui raisonne comme un être humain ou qui raisonne mieux qu'un être humain parce qu'elle est bien plus intelligente, décide que va prendre le contrôle de tout ce monde-là, des 9 milliards d'habitants. C'est dystopique complètement mon affaire, je ne crois pas que ça arrivera. Mais techniquement parlant, qu'est-ce qui empêcherait ça? Techniquement, pas grand-chose. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le spécialiste en économie numérique et j'ai nommé Stéphane Ricoul, fait que ça a été super plaisant de le recevoir sur le podcast. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'applications malveillantes, d'entreprises qui fait un peu d'espionnage, accusées d'espionnage avec Temu, TikTok. Fait que bref, ça a été super intéressant. Puis Stéphane Ricoul, il vulgarise très bien les choses, il les clarifie excessivement très bien. Fait qu'encore une fois, sujet super pertinent et un gros merci à Stéphane Ricoul d'être venu sur le podcast. Et encore une fois, cette semaine, le podcast est une présentation de mes commanditaires qui sont procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Si vous cherchez une bonne cafetière, vous êtes tanné, qu'elle pète tout le temps, qui est tout le temps en train de jammer, ben allez vous chercher une Bellucci parce que ça, c'est la haute classe des cafetières. Avec ça, vous allez commencer votre journée avec le meilleur café qu'il n'y a pas. Puis, si vous en commandez une, faites affaire avec procafetière.ca. Allez sur leur site, allez checker qu'est-ce qu'ils font parce que c'est eux autres les experts en café. Aussi, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager moi, vous pouvez toujours vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet de voir tous les épisodes d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Ça vous coûte pas cher, c'est 3-4 piastres. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage à aller vous abonner. Ou sinon, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez cliquer sur s'abonner. Laissez un petit thumbs up. Vous pouvez même laisser un petit commentaire pour m'aider avec les algorithmes. Vous pouvez écrire technologie dans les commentaires parce que c'est pas mal le sujet qu'on parle durant le podcast. Fait que, ou sinon, pour tout le monde, c'est super apprécié. Gros merci de m'écouter. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, je suis super content d'avoir mon nouvel invité, spécialiste en économie numérique, Stéphane Ricoul. Ça va bien mon gars? Salut Jer, ça va très bien toi? Yes, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Sérieusement, le plaisir est pour moi. Ben, merci beaucoup, merci. C'est la seule fois où je vais être sérieux. OK. Moi, je t'avais vu dans... t'avais passé dans une entrevue chronique à TVA Nouvelles avec Pierre-Olivier Zappa. Exact. Puis je t'avais trouvé tellement intéressant parce que tu parlais justement des dangers qu'il y a avec la nouvelle entreprise, application / Temu. Ouais. Parce que c'est vraiment comme nouveau. On commence à avoir des annonces partout. Ils ont spreadé, mais partout où ils pouvaient, là, on voit du Temu. Ouais. Tu veux-tu me parler justement, c'est quoi cette nouvelle entreprise-là qu'on voit? Ben, je vais te le simplifier. Ouais. C'est le Amazon chinois. Il y avait déjà Alibaba en Chine, qui était le Amazon chinois. Il y en a un autre qui est Temu maintenant. Mm-hmm. Il y avait AliExpress aussi. AliExpress, qui fait partie de Alibaba, effectivement. Ah, OK. Mais okay. Temu, là, aujourd'hui, c'est le site web de commerce électronique par excellence qui est extrêmement agressif sur les prix.
La raison pour laquelle ils sont agressifs, en fait, la réalité, le pourquoi est-ce qu'ils arrivent à être agressifs sur les prix, c'est que eux, ils vendent directement du producteur au consommateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ils coupent énormément les prix. Dans la réalité, c'est des prix d'appel pour faire venir un maximum de personnes sur leur site web. Dans la réalité de la réalité, faire venir un maximum de personnes sur leur site web, c'est récolter une grande quantité de données. Puis ça, pour eux, c'est extrêmement important parce que probablement que dans leurs prévisions ou dans leur modèle d'affaires dans les années à venir, c'est avec les données qu'ils vont faire du cash et non pas avec les ventes de produits à rabais. Ah ouais, fait que les produits, c'est même pas leur numéro 1 en vue. C'est quasiment accessoire, je dirais. Ah quasiment accessoire. La data, c'est ce qu'il y a de plus important. Dans le monde de l'économie numérique, la donnée, c'est l'or, c'est de l'or en barre, la donnée. Donc le cash, il se fait là-dessus. Puis là, il faut comprendre que ça appartient. C'est sous autorité chinoise. Donc le Parti communiste chinois est très sévère avec ses entreprises et a une mainmise extrêmement puissante sur l'ensemble de ces entreprises. On a juste à voir ce qui s'est passé avec le président Jack Ma, le président d'Alibaba, qui a fait une sortie contre le Parti communiste chinois, puis qui d'un seul coup a disparu de la map pendant plusieurs mois. À mon avis, il est allé dans un camp de redressement de politically correct pour la Chine. Ouais, il a tout perdu ses points sociaux. Là. Il a probablement... sa cote sociale. Exact. Ouais, à mon avis, il a perdu beaucoup de points sociaux. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, en Chine, tu as une cote sociale. Puis si tu parles contre le gouvernement ou si tu donnes pas de sang... ou c'est juste un mauvais citoyen au nom du gouvernement, là, par rapport aux critères du gouvernement, c'est-à-dire que tu as traversé à la lumière rouge alors qu'il fallait que tu attendes. Tu perds des points. On appelle ça le contrat social en Chine. Mais oui, effectivement, c'est très répandu. Là. Mais ça va loin parce que meilleure est ta cote, meilleures sont les conditions financières que tu vas pouvoir obtenir pour t'acheter une maison, par exemple, accès à l'école pour les enfants, etc., etc. Meilleures vont être les conditions de vie. Et plus ta cote est basse, moins bonnes sont tes conditions de vie. Donc oui, le Jack Ma, peut-être que sa cote a baissé tellement que il est allé faire un petit camp de redressement à quelque part. Ça, hein. Puis là, c'est ça, fait que comme tu étais en train d'expliquer, c'est que Temu est est soumis dans le fond au gouvernement chinois. Oui. Donc et c'est là le danger pour nous autres occidentaux. Puis c'est là où la Chine la joue extrêmement bien. Pour moi, là, je le vois comme un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'avec Temu, on a une tendance à vouloir acheter parce que c'est tellement pas cher ce qui se trouve comme bébelle sur ce site web de commerce électronique que ils vont capter l'ensemble de nos données. Mais attends, c'est pire que ça parce que quand t'installes l'application Temu sur ton cellulaire, puis on le fait tous parce que commander à travers l'application, c'est toujours plus pratique, facile, etc. Puis c'est accessible en tout temps. Quand t'installes ça, tu lis jamais le contrat de terme, de conditions. Mais là, tu autorises absolument tout avec Temu. Au point où tu les autorises même à lire ce que tu frappes sur ton clavier. Ah ouais, même si tu l'as pas envoyé. Même si tu l'as pas envoyé, ils le lisent. Donc, tes textos, ils peuvent les lire. Bon, s'il n'y a rien de particulier dans tes textos, c'est pas plus grave que ça. Quoique, on verra peut-être un peu plus tard jusqu'à quel point ça peut aller. Mais pense à ton numéro de carte de crédit. Tu vas faire un achat sur un site web ultra sérieux, etc., réglementé. Tu vas rentrer ton numéro de carte de crédit parce que tu as confiance en ce site web-là, puis tu as raison d'avoir confiance. Mais Temu, pendant ce temps-là, il capte. Il capte, puis tout part en Chine. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je le sais pas, là. Mais demain, le gouvernement chinois demande à accéder aux données de Jer. Puis les données, ça peut être des données personnelles, on s'entend, là, même sensibles, là, ton état de santé, par exemple, si tu as une montre connectée qui va mesurer tes battements de cœur ou ta pression, ou peu importe, tout ça est dans ton cellulaire ou à quelque part transige par ton cellulaire pour aller dans l'informatique cloud. Ben, Temu va capter ça. Pourquoi? Je ne le sais pas pour l'instant, mais on le sait que l'influence de masse est ce que recherche pas mal de gouvernements à travers le monde pour diverses raisons. On sait que Chine et Russie cherchent actuellement à influencer le vote aux États-Unis qui va avoir lieu cet automne. En faveur de qui?
ça, on verra. Là. Mais on le sait qu'en 2016, ils ont aidé à l'élection de Donald Trump. Parce que, avec pas juste les données de Jer ou les données de Stéphane, avec l'ensemble des données des Américains, ils sont capables d'avoir une vue extrêmement précise, granulaire, sur comment influencer, sur quel piton on peut jouer pour influencer le vote de Jer, influencer le vote de Stéphane et de tous les amis de Stéphane ou tous ceux qui ressemblent à Stéphane. Ouais, effectivement. C'est un peu comme le scandale de Cambridge Analytica. C'est le même principe. Là. C'est exactement ça. Cambridge Analytica, c'est les données de 80 millions à peu près d'utilisateurs américains de Facebook qui ont été détournés pour effectivement influencer l'issue du vote. Fait que tu sais, t'allais pas réussir à convaincre quelqu'un qui était déjà convaincu républicain ou démocrate, mais pour tous ceux qui étaient qui hésitent encore, tout ça, tu peux avoir quand même une influence assez importante pour faire pencher un vote. Définitivement, mais je te dirais que tu peux même avoir une influence assez forte pour faire changer un vote. À ce point-là. Oui, parce que le maintenant désormais très connu, le principe des chambres d'écho dans les réseaux sociaux, là, où on t'enferme tranquillement pas vite dans un environnement où tout le monde pense comme toi. Ça s'auto-alimente, ça se construit dessus, tous les arguments, etc., mais qui vont tous dans le même sens. Il n'y a pas personne dans les réseaux sociaux qui va dire « Ah, tu sais quoi, Jer, je pense que je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu es en train de te tromper. La trajectoire que tu viens de prendre est juste pas bonne, t'as dérivé de quelques degrés, reviens donc dans la bonne track, ou ce que je pense être la bonne track. Il n'y a plus personne qui dit ça dans les réseaux sociaux. Tout le monde est d'accord avec toi, tout le temps. Ouais. Ou c'est super toxique. Là, ou c'est super toxique, mais tout le monde est toxique avec contre la même personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chambres d'écho. C'est des petites bulles ou des grosses bulles dans lesquelles on te met. Et puis on pousse les messages. TikTok, on va en parler probablement tantôt. Même principe. Toutes les vidéos, tout ce que tu vas voir, toi, dans ton fil TikTok, sera complètement de moi si on n'est pas dans la même chambre d'écho. Si on est dans la même chambre d'écho, on va voir à peu près la même chose, qui passe les mêmes messages, peut-être de façon différente, toujours dans une optique d'influencer. C'est pas négatif, d'influencer, ça peut être une influence positive. Quand ça vient de Chine ou de Russie pour influencer les élections américaines, on s'entend que c'est pour les arranger, eux. Puis là, ce que tu dis, c'est que Temu, il emmagasine énormément de données. Toutes. Puis c'est ça. Puis là, on sait pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça, la Chine. C'est ça que tu dis? On le sait juste pas encore. On a une idée. C'est, encore une fois, le Parti communiste chinois cherche juste à influencer le reste du monde. Et se positionner par rapport à ça. Plus t'en connais, tu sais, donc, plus t'en connais par rapport à une personne, là, tu sais, ta famille, tu la connais, là, tu sais quoi dire à ton beau-frère ou quoi pas dire à ton beau-frère, tu sais comment lui faire péter une coche au souper de Noël, là, tu sais, t'as juste à lui parler de ça, puis pop, il part, puis c'est la même chose, fois la population terrestre. Si la Chine est capable, grâce aux données qu'elle a, puis je dis la Chine, mais la Russie, puis les États-Unis, c'est la même chose, sauf que dans le monde occidental, il y a on est dans une démocratie, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc, les choses sont quand même un petit peu différentes, mais les États-Unis le font même, à quelque part, peuvent influencer le reste des populations. On le voit ce qui s'est passé récemment dans les élections européennes puis françaises, avec l'extrême droite qui est arrivée extrêmement fort aux européennes, puis qui est arrivée extrêmement fort au premier tour des législatives françaises. Il y a toute cette notion d'influence qui entre en jeu. Et ce qui s'est passé au second tour, où là, l'extrême droite est arrivée troisième, c'est parce qu'il y a eu une beaucoup plus grosse influence qui s'est passée pour que l'extrême droite, ne passe pas. Là, tu penses-tu que ça vient des réseaux sociaux, ça? J'ai jamais vu autant de vidéos de députés de l'extrême droite française se planter en entrevue dans mon fil Facebook. Oui, il y a eu, parce que peut-être que j'ai été ciblé. Peut-être que j'ai été ciblé parce que je suis français, puis que peut-être que je vais aller voter pour les élections françaises. Donc ils m'ont ciblé, puis ils se sont dit, lui, probablement qu'il ferait pas passer l'extrême droite, donc on va pousser fort pour ridiculiser l'extrême droite. Honnêtement, j'ai trouvé ça très rigolo de regarder toutes les vidéos des députés d'extrême droite qui se plantaient en entrevue. Honnêtement, c'était profondément ridicule. Tu te disais, on peut pas voter pour ce genre de personnes-là.
Donc ça a marché avec moi. Je ne vote pas pour la France, là, honnêtement, mais je n'aurais pas voté extrême droite. Donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis il y en a, tu sais, qui vont défendre en se disant, mais tu sais, c'est ça, les États-Unis, genre Facebook, Google, juste notre téléphone, enregistre déjà nos données. En quoi c'est différent de qu'est-ce que la Chine... Le gouvernement en place. Ouais. C'est ce que je disais tantôt. Tu as d'un côté une démocratie, puis de l'autre côté une dictature, quasiment. C'est pas une dictature, mais le Parti communiste chinois, là, ça tient serré la population, les entreprises, la politique, etc. Là. C'est comme en Russie, c'est exactement le même principe. Donc la grande différence, elle est là. Demain, tu parlais du scandale Cambridge Analytica. T'as-tu entendu parler d'un scandale en Chine? Non, c'est ça. Donc, ici, en Occident, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Ouais. Si tu te fais pogner, tu vas avoir des comptes à rendre. T'as des comptes à rendre. Tout ou tard. Face à la justice. En Chine, de toute façon, tu fais pas ce que tu veux, c'est le gouvernement qui dit ce que tu dois faire. Donc, si le gouvernement dit fais ça, le gouvernement, il va pas t'attaquer. Ouais. Donc, la grande différence, elle est là. Le citoyen est protégé à quelque part en Occident. Donc, oui, il y a des dérapages, mais si le dérapage a réussi à être observé par des autorités, ben, il est sanctionné. La différence, elle est là. Puis même si, mettons, le PDG de Temu, là, il veut pas faire ça, il veut pas donner de données, il veut pas emmagasiner. Si le gouvernement fait « Hey, on les veut, il n'y a pas le choix. » Oui, mais c'est vrai aussi du côté des États-Unis. Hein. Si le gouvernement américain dit hey, « on veut toutes les données qu'il y a sur vos serveurs, que tu t'appelles Microsoft, Google ou Amazon, t'as pas le choix. C'est la loi, c'est le Cloud Act. Ah ouais? Tu donnes les données. Si toi, tes données, Jer, Québécois, habitant au Québec, /Canada, dont les données sont hébergées sur un des serveurs appartenant à la firme américaine, une des 3 que j'ai nommées, et que le gouvernement dit « je veux les données de tous les Canadiens », ils n'ont pas le choix. Ils vont donner les données des Canadiens. Donc, on n'est pas plus protégé par rapport à ça. Sauf que, il faut avoir confiance dans nos lois, dans nos textes de loi, et on sait que le gouvernement américain peut pas faire ce qu'il veut avec ça. Ouais, puis contrairement, c'est comme nos alliés, en tout cas, entre guillemets, là, les États-Unis. Exact. De toute façon, ils n'ont aucun intérêt à utiliser des données comme la Chine ou la Russie peut le faire. Mais en fait, Chine et Russie se sont fait une spécialisation quasiment d'influence là, à travers les bots, les robots qu'on retrouve sur Internet. Ils sont des fermes de robots. Là, c'est des milliers de robots qui t'injectent des vidéos, des textes, des opinions sur les réseaux sociaux, là, comme ça se peut même pas. En fait, je suis vraiment pas sûr de mes chiffres, mais je pense qu'il y a plus de robots aujourd'hui sur Internet que d'êtres humains. Ah ouais? Donc, il y a beaucoup de contenus génériques que tu vas retrouver dans les réseaux sociaux qui sont pas générés par des êtres humains, qui sont générés par des fermes de robots. C'est quoi, ils se créent des faux comptes, puis... Un paquet de faux comptes, parce que les géants du numérique enferment aussi des faux comptes, parce que c'est leur réputation qui est en jeu, mais ils enferment toujours moins qu'ils s'en créent des nouveaux. Toujours. Ils s'en créent plus qu'ils s'enferment. Exact. Puis ça alimente les réseaux sociaux de à peu près n'importe quoi. Le problème avec ça, puis je sais que tu vas m'en parler fort probablement tantôt, c'est la notion d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se nourrit de ce qu'il y a sur le web. L'intelligence artificielle a besoin de s'alimenter d'un maximum de données. Elle est très gourmande. C'est quasiment de l'obésité. Infobésité, je pense que c'est comme ça le terme. L'IA a besoin de se nourrir. Elle va se nourrir des données qu'il y a sur le web, puis je viens de dire que les données qu'il y a sur le web sont générées en peut-être majeure partie, mais sinon pas loin, par des robots. C'est quoi la crédibilité, la profondeur de cette information-là, la véracité de cette information-là? Donc on a une IA qui se nourrit sur le web d'informations qui sont pas forcément crédibles ou correctes. Ben ouais. C'est pour ça... Excuse, non, vas-y. me poser une question, mais c'est pour ça que
OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, l'intelligence artificielle générative la plus connue, c'est pour ça qu'OpenAI cherche à tout prix maintenant à faire des accords avec les médias qui produisent de l'excellente donnée. Pour avoir des nouvelles avec une source. C'est ça. C'est comme si... Ouais. C'est comme du fast-food, puis l'autre, c'est... Merci, c'est exactement l'exemple que j'avais donné. Ouais. Aujourd'hui, l'IA a le choix de se nourrir de fast-food ou de se nourrir d'éléments nutritifs de qualité. Mm-hmm. Et malheureusement, les éléments nutritifs de qualité, il y en a comme pas assez sur le web. Il y a plus de fast-food qu'autre chose. Donc là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de signer des accords pour capter tous les bons nutriments que les vrais médias, les journalistes, pour pas les citer, produisent. Parce que ça, c'est de l'information qui a été vérifiée. Qui est tangible. C'est de la bonne information. Ben oui. Et puis en plus, excuse de te couper, mais surtout dans la crise actuelle des médias, tu sais, parce que là, en ce moment, ils ont cruellement besoin de financement, puis ça marche pas. Ils essaient d'aller chercher une part de marché de Google, tu sais, de quoi qui va revenir, de Facebook. Puis là, ça fait partir en bataille juridique. Fait que là, peut-être avec ChatGPT ou avec l'intelligence artificielle, des entreprises d'intelligence artificielle vont réussir à aller chercher une source de financement concrète. Là. Cette crise des médias-là, ça là-dessus, moi je la conçois, je l'observe, je sais qu'il y en a une. En revanche, dans ma tête, là, ils se sont créés eux-mêmes, les médias, cette crise-là. Ah ouais? Je le sais que les médias n'arrêtent pas de dire que les Google de ce monde se sont accaparés 80% des revenus publicitaires des annonceurs. Mais ça, c'est un narratif. Puis pour moi, c'est pas le bon narratif. Google, c'est pas accaparer 80% des revenus marketing ou publicitaires des annonceurs. Le bon narratif, pour moi, c'est les annonceurs ont choisi de diriger 80% de leur budget publicitaire vers les géants du numérique, vers les Google de ce monde. C'est pas Google qui se l'est accaparé, c'est les annonceurs qui ont fait un choix. Okay? Puis, ils avaient le choix. C'est soit on envoie vers Google, soit on envoie vers nos médias. Ils ont fait le choix vers Google. Pourquoi? C'est là la question qu'il faut se poser. Google ont travaillé extrêmement fort pour que chaque dollar publicitaire investi chez eux rapporte un maximum. Et encore une fois, ils sont capables de faire ça parce qu'ils ont accès à de la donnée. Bah ouais, ça, parce que c'est très précis. Là. C'est exactement ça. Tu vas rejoindre les hommes entre 25 et 35 ans. Là, aujourd'hui, les médias s'y mettent. OK? Ouais. Puis, il y a certains médias qui sont exclusivement numériques qui commencent à faire vraiment des choses extraordinaires. OK? Puis là, on le voit que leur revenu publicitaire est en train d'augmenter de nouveau. OK? Il y a certains médias où ça va quand même relativement bien. Puis là, Facebook décide que t'as plus le droit d'annoncer sur son mur quand t'es un média. Parce que le gouvernement canadien a passé une loi qui fait pas l'affaire de Facebook. Donc là, Facebook a coupé tous les médias sur son application ou son site web. Et là, j'ai lu, oh scandale, my God, mais là, comment est-ce que les gens vont lire les bonnes nouvelles, les nouvelles intéressantes, les nouvelles qui ont été travaillées par les journalistes? C'est absolument l'horreur, il y a même des mots plus tranchants qui ont été utilisés par rapport à ce que Facebook a décidé. Mais ça non plus, je ne le conçois pas. Moi, je suis un lecteur de nouvelles. Je lis énormément, ok? Je lis des études, je lis des nouvelles, des articles, des livres. Je lis, ok? Je passe ma vie à lire. Mais quand je veux lire des nouvelles, je m'en vais pas sur Facebook, c'est pas vrai. Là. Je m'en vais directement à la source. Je m'en vais pas besoin de les nommer, mais tous les médias québécois, les médias canadiens, les médias américains, les médias français. Puis je lis. Je lis sur leur site web, je lis sur leur application. Je lis directement à la source. Mon réflexe, c'est pas du tout d'aller sur Facebook. Puis aujourd'hui, tout le trafic Internet, les médias disaient que c'était moins 30 ou moins 35% de trafic Internet qu'ils ont observé au tout début. Puis comme par hasard, on n'entend plus rien maintenant sur les chiffres. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont retrouvé leur trafic Internet d'avant. Parce que les gens se disent, on n'a pas besoin de Facebook pour lire la presse. On s'en va sur la presse. On s'en va sur le devoir. Peu importe. Fait que, dans le fond, toi,
Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est travailler votre... Travailler la data, travailler la donnée. Vous avez accès à de la donnée. Si vous êtes un tant soit peu numérique, vous avez accès à de la donnée. C'est quand le numérique n'existait pas, là, remonte avant Google, avant 1998. On était tous, ou presque tous, abonnés à des journaux papier, là, qui nous étaient livrés à la maison. Puis dans les journaux papier, il y avait des pubs. Okay? Puis pour vendre la pub, ils disaient, nous, notre abonnement, les abonnements qu'on a, il y a tant d'hommes, tant de femmes, c'est tel niveau hiérarchique dans la société, ils sont situés à tel endroit géographiquement au Québec. Ils bâtissaient leur stratégie publicitaire en fonction de la donnée. C'est le même principe aujourd'hui, sauf qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin grâce à la donnée numérique, parce qu'on sait maintenant quand est-ce que tu lis ton article, combien de temps ça t'a pris pour le lire, est-ce que tu l'as fait en 1 fois, en 2 fois, en 5 fois. Si t'as zappé après 10 secondes, t'es allé voir quoi d'autre comme article, est-ce que t'es revenu en arrière sur le premier? Bref, on est capable aujourd'hui de façon ultra granulaire grâce au numérique de spécifier, Jer, c'est ça qui l'intéresse. Stéphane, c'est ça qui l'intéresse. Donc, si toi, tu veux vendre une publicité pour que les gens qui ont le profil de Jer la voient, puis cliquent dessus, ils sont aujourd'hui tout à fait capables. Puis, il y a certains médias qui l'ont compris. Puis là, c'est pour ça qu'ils commencent à battre des ailes un peu, là. À rebattre des ailes, ouais, tu veux dire? Oui, absolument. Absolument. OK. Puis, est-ce que, par exemple, de mon point initial qui était... Ouais, j'ai dévié un peu. Non, c'est bien correct, c'est pour ça que t'es là. Fait que, mais le point initial était que, est-ce qu'il pourrait aller se trouver du financement à travers des chats GPT, tu sais, qui, eux autres, ils veulent avoir des bonnes articles, des bonnes informations rigoureuses. Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est ça ta question, quand tu es un journaliste, sérieusement, là, je ne pense pas connaître un seul journaliste qui a le goût que son article soit écrit à 100% par l'intelligence artificielle. En fait, ça serait complètement ridicule. Là. Ça serait abolir son métier. En revanche, l'utilisation de l'intelligence artificielle est extrêmement intéressante quand tu la considères comme une aide extérieure, extrêmement puissante, rapide, avec une portée comme tu n'as jamais vu. Quand tu écris quelque chose, prenons l'exemple oui, écrire un article ou écrire un livre, c'est la même chose. Si je te remonte quelques années en arrière, je te demande décris-moi une photo d'un écrivain qui serait dans son bureau en train d'écrire son livre. Tu vois quoi sur la photo? Ça, je sais pas. Patrick Sénécal en train d'écrire un roman. Puis autour de Patrick Sénécal en train d'écrire son roman. Ça sera un bureau. Un bureau avec quoi dessus? Du papier. OK. Autre chose? Ah, là, l'ordi. Ça, non, pas forcément. Non. Moi, ce que je vois comme image des écrivains, là, bon, je les vois avec une cigarette et tout, là, mais je les vois entourés de plein d'autres livres ouverts. Les écrivains, en fait, quand tu écris un article, un livre, peu importe, tu fais tout le temps référence à d'autres textes qui ont été écrits. Tu sais, les notes de bas de page ou les notes à la fin du livre qui sont toutes les références que tu as utilisées pour bâtir ton propre argumentaire, ton propre livre. Toutes ces références-là, un écrivain ou un journaliste, il y a quelques années, passait un temps monstrueux à replonger dans le bouquin d'un autre. Il me semble que lui, il a dit telle chose sur tel sujet. Je le retrouve. Ah oui, il a dit ça, je l'analyse, nanana. Puis dans mon livre, je dis, comme disait Jer, la façon dont présentait Jer ce sujet-là, c'était telle chose. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on pense que nanana. Bref, ils construisaient tout leur argumentaire ou le storytelling là-dessus. L'intelligence artificielle, le chat GPT de ce monde, maintenant, là, que pense Jer sur tel sujet? Et elle va te chercher en une fraction de seconde toute cette information que tu aurais dû te taper en lisant tous les articles ou en écoutant tous les podcasts de Jer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle te fait ça ultra rapidement. Donc, pour les journalistes, c'est vraiment intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça leur fait gagner énormément de temps de recherche. Cela dit, au tout début de notre conversation, les robots qui alimentent Internet, on s'en méfie. Donc, le vrai métier d'un journaliste, qui a toujours été ça, c'est de
vérifier l'information, la véracité de l'information, de la recouper avec d'autres informations, d'appeler peut-être les personnes qui ont écrit sur tel sujet. Donc, l'IA, c'est juste une aide, ce n'est pas une finalité dans ce contexte-là. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose que ça existe, l'intelligence artificielle, si tu en connais les limites. Si si t'es complètement aveuglé par la performance de l'intelligence artificielle, c'est là où tu te trompes, tu te plantes, en quelque sorte. Si tu fais confiance à 100%, tu fais une requête dans ChatGPT, puis tu te dis, ce qu'il vient de me dire, ça a l'air bon, on va le publier. T'as pas fait ta job. Parce que si ma tante, je sais pas, là, il y aurait des robots là, qui diraient, là, encore une fois, prenons un exemple de moi, là, puis qui fait que Jer Alain est un pédophile sataniste, tu sais, puis il met genre 100 000 robots là-dessus qui génèrent à chaque minute des affaires. T'as tout compris. Un moment donné, ChatGPT ferait... Tu sais, la balance tomberait sur... Ouais. Il y a plus d'informations sur ça. Moi, je l'ai fait le test au tout début, quand ChatGPT est sorti, donc en version 3, je pense. J'ai demandé qui était Stéphane Ricoul, tu sais, la recherche très égocentrique sur soi-même. Là, on s'est tous googlé nous-mêmes. Là, j'ai fait la même chose. Je me suis ChatGPT moi-même. Mais en même temps, c'est parce que tu sais que tu vas connaître la vraie réponse. Tu peux être critique facilement sur le résultat. Et figure-toi que j'ai appris que j'étais un journaliste de renommée en France. OK. Je savais pas, moi, que j'étais journaliste en France. OK, fait que c'est pas vrai. Fait que, non, je l'ai appris. Puis là, j'ai demandé des chèques de paye, s'il vous plaît, payez-moi. Moi, je suis journaliste, bordel. Non, c'est ça. T'es allé voir Le Monde. C'est ça. Bonjour, je vais être payé. Pareil que je suis journaliste chez vous. C'est ça. C'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire, les possibilités que ça nous amène dans notre société. Mais faut le regarder avec un esprit critique. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des points très positifs. À un moment donné, on va s'apercevoir que ça nous amène cette obligation de développer un esprit critique. Puis ça, l'esprit critique, je suis désolé, mais c'est pas enseigné à l'école, ou peu. Ouais. Hein? Puis je pense que dans les prochaines années, on va de plus en plus apprendre l'esprit critique à nos jeunes. Ça, ce qu'on t'a dit là, penses-tu que c'est vrai? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Es-tu capable de détecter quels sont les bons éléments, quels sont les faux éléments? Ça me fait penser à... Ouais, puis c'est pas une affaire de t'es stupide ou t'es intelligent, c'est vraiment pas ça, parce que c'est vrai que c'est comme une habitude qu'il faut prendre de remettre subtil, en question. C'est ultra subtil aujourd'hui. Ouais. Moi, Voyons, comment il s'appelle? Je veux pas me tromper dans le nom, mais il y a un organisme ici à Montréal qui apprend le numérique, la cybersécurité, etc. aux jeunes. Puis, à un moment donné, dans un événement, ils ont fait un parcours pour les jeunes. Puis, le parcours, c'était, en gros, là, c'était, est-ce que ce que je te présente est juste ou pas juste? Est faux ou vrai? Puis moi, je l'ai fait. Je suis pas jeune, hein. J'ai dépassé ça, la jeunesse. Écoute, je me suis planté à plusieurs reprises. Ah ouais? Oui. Fait que c'est oui, ça, ne serait-ce que comparaison de photos. Cette photo-là, a-t-elle été générée par l'IA ou c'est celle-là? Là, tu regardes ça, puis tu te dis, écoute donc, je vois pas de différence. Elle a l'air trop belle, celle-là. Je vais dire que c'est celle-là. Je me suis trompé. C'est une photo via un vrai photographe. Donc, c'est bluffant. Mais oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être ultra critique. Ultra critique. Puis, quand t'es pas capable de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux, tu fais des recherches. Tu fais juste simplement des recherches. Si ça te cite un nom de quelqu'un, mais tu fais une recherche sur le nom de cette personne-là. Si ça te cite un article ou une étude scientifique, t'essayes de la retrouver, cette étude-là. Ça va t'aider pour la fraude aussi, tabarnak. Puis, oui, définitivement. Mais ça, là, principe de base. On revient à Temu, tiens. Ouais. Principe de base. Si les bottes Prada que tu es en train de magasiner sur Temu sont affichées à 9,99 livraison gratuite, il y a des bonnes chances que ce ne soit pas des bottes Prada. Ouais. OK, on s'entend, là? Je me suis fait avoir, moi. Pourtant, il y en a plein qui sont à voir. C'est le principe de base. Si c'est trop beau pour être vrai,
c'est que c'est peut-être pas vrai. Non, je voulais acheter des Doc Martens, des souliers Doc Martens, puis des bottes, je veux dire. Puis c'était pas sur Temu, parce que je vois pas là-dessus. Puis, mais c'était comme une pub Facebook. Mm-hmm. Puis j'ai fait, Ouais, mais là, une d'autres, pub Facebook, ça doit être vrai. Ça fait que là, je clique dessus, je rentre mes affaires. Là, je viens de catch. Genre, ça a pris, je pense, 45 secondes après, je l'ai fait. J'ai fait, ah non, je pense que je me suis fait frauder. Ouais, non, c'est ça. J'ai appelé ma compagnie, j'ai fait mais moi, ça m'est arrivé aussi. Carte, ça m'est arrivé aussi une fois de commander sur un site web. Mais tu sais, je vérifie, y a-tu le cadenas, c'est-tu sécurisé, ça a-tu l'air sérieux, y a-tu un numéro de téléphone pour les rejoindre ou une adresse courriel. Tu sais, c'est des vérifications de base, puis tout était bon. Ouais. Je commande, honnêtement, je me souviens plus ce que j'ai commandé. Et j'ai reçu mon colis. Mais dans le colis, c'était une fausse paire de lunettes Ray-Ban. Okay. C'est pas en tout ça que j'avais commandé, là. Ah, mais au moins, toi, t'as reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose qui n'était pas ce que j'ai commandé. Mais là, essaye de retourner ça. Essaye de te faire rembourser. C'est impossible. Ils disent, je suis désolé, mais on vous a livré, monsieur. Ah ouais. Ah, t'es aussi bien d'abandonner ça. T'abandonnes, là, t'as dépensé, t'as perdu 25$. Ah ouais, voilà. Tu fais comment? Mais ça t'avoir. C'est ça. Ça m'a coûté 25$ pour apprendre une leçon. Mais ils ont récupéré mon numéro de carte de crédit. C'est plus ça qui fait peur, par exemple. Parce qu'avec Temu, dans le fond, c'est ça. Mon adresse. Ouais. Temu, c'est un peu une affaire de même parce qu'il y a eu des fraudes bancaires avec cette application-là. Ouais. Ça, je sais pas s'il faut tenir Temu responsable à 100% des fraudes bancaires. Souvent, les fraudes bancaires sont faites par les marchands qui sont sur la plateforme Temu. Okay? Ce que j'expliquais dans l'entrevue que tu as citée là, à TVA avec Pierre-Olivier Zappa, ce que j'expliquais, c'est que la croissance exponentielle de Temu ou la rapidité avec laquelle ils connaissent une croissance fait que ils font peut-être pas forcément des revues diligentes sur tous les marchands qui viennent afficher sur leur plateforme. L'objectif de Temu, c'est pas d'être sécuritaire. L'objectif de Temu, c'est d'offrir un maximum de bébelles à bas prix. Okay, pour aller chercher un maximum de commandes en quelque sorte. De visiteurs, puis de trafic exactement. sur leur site. Là. Mais tu sais, quand je sais pas, je connais pas les chiffres, mais quand tu accueilles, je sais pas, 250 nouveaux marchands par jour, c'est pas vrai que tu vas faire une revue diligente sur sont-ils sécuritaires, ils ont-tu les accréditations nécessaires auprès des banques. Non, tu coupes les coins ronds puis tu dis regarde, viens-t'en, puis si jamais on a trop de plaintes, on va juste l'enlever de notre plateforme puis c'est tout. Donc c'est pas tant Temu qui fait de la fraude, mais les marchands qui sont sur la plateforme de Temu, ce qui fait que Temu est un peu protégé par rapport à ça. Tu peux pas les attaquer, c'est pas eux. Mais en même temps, c'est grâce à leur plateforme qu'ils peuvent s'opérer. Fait que, exact. C'est pas vrai qu'ils ont les mains propres. Là. Exact. Mais ils ont le Parti communiste chinois en arrière. Ouais. Puis il se faisait aussi reprocher d'avoir de faire de l'espionnage avec leur plateforme. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça. C'est l'accès à nos données. Ouais. Oh oui, ils espionnent tout. Je voulais dire, excuse, des logiciels malveillants. Ben, l'application Temu, en tant que telle, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais fort probable que ce soit une application bourrée de logiciels malveillants. Il y avait Grizzly qui avait fait une recherche, je pense, sur eux autres pour analyser justement l'application. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de portes dérobées en arrière de cette application-là qui leur permet d'accéder à tout. Là, quand je dis qu'ils disent ce que tu es capable de frapper au clavier, là, c'est pas, moi, j'ai pas fait d'études ou de recherche par rapport à ça, mais c'est un expert en cybersécurité très connu au Québec qui, lui, a fait tout ce travail d'analyse-là, puis qui a publié là-dessus. Là. Donc, ouais. Fait que c'est ça, c'est assez pour que ça soit inquiétant. Ça l'est. Ouais. C'est très inquiétant. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'est-ce que le Parti communiste chinois va faire avec ces données-là. Est-ce qu'il pourrait être banni du monde occidental? Ah oui, définitivement. Ben, si on revient à TikTok, on le sait que à l'époque de la présidence Trump, il y a eu cette rivalité sino-américaine sur TikTok où Trump voulait bannir TikTok des États-Unis et que la seule condition pour ne pas bannir TikTok des États-Unis, c'était que une entreprise américaine rachète TikTok USA, en quelque sorte. Et ça, TikTok, mais principalement
ByteDance, la maison mère, et donc principalement le Parti communiste chinois ont totalement refusé ça. Ça, c'était à l'époque de la guerre Huawei, où le gouvernement canadien a été obligé d'arrêter la numéro 2 de Huawei parce que les États-Unis l'avaient demandé, etc. C'est dans toute cette relation extrêmement tendue sino-américaine qu'il y a eu l'épisode TikTok avec des grands éclats de la part de Donald Trump par rapport à ça. Reste que quand Biden a été porté au pouvoir, Biden n'a pas fait d'éclat avec ça, mais il a continué cette politique de vouloir interdire TikTok aux États-Unis. Ouais. Encore aujourd'hui, parce que c'était encore légitime, dans l'actualité. Ouais. Mais oui, parce que, encore une fois, ça capte les données des Américains. Et avec les données des Américains, on est capable d'influencer les Américains. Mm-hmm. Tout simplement. C'est pour les gouvernements, là, en fait, je vais utiliser des mots très forts, mais là, je suis dans la lecture en ce moment d'un livre passionnant qui s'appelle Technopolitique, qui a été écrit par Asma Mala, une Française, qui est une femme extrêmement brillante. La donnée, là, c'est devenu une arme, tout simplement. Donc, le champ de bataille s'est déplacé sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Et la donnée, c'est les munitions avec lesquelles on attaque. C'est ni plus ni moins ça. Puis ça, les gouvernements l'ont compris. Il y a longtemps. Et se sont guéris de tous les outils nécessaires pour bien analyser l'ensemble des données. Se sont dotés d'outils pour capter l'ensemble des données de partout. C'est pas rien. C'est pas pour rien qu'il y a, c'est un Elon Musk est super proche des gouvernements quand il faut envoyer ses satellites SpaceX, Starlink, Ouais. avec les fusées SpaceX, on va dire, Ouais. dans l'espace. Là, c'est pas pour rien là qu'il offre des connexions Internet à haute vitesse à travers les satellites. Là. C'est capter de la donnée. Là. Ah ouais. Mais oui. Puis ça, il te donne pas cher pour pouvoir Mm-hmm. avoir, ouais. Puis Ouais. il fait quoi avec ça? Il leur vend? Ben là, pour l'instant, le narratif d'Elon Musk par rapport à ça, c'est que, par exemple, pour la guerre en Ukraine, il a déployé ses satellites au-dessus de l'Ukraine pour que les citoyens ukrainiens aient encore accès à Internet. Mm-hmm. Donc ça, c'est le narratif, c'est « je fais un beau geste ». Ouais, mais il y a sûrement de quoi, il y a anguille sur roche. Là, Le cash se fait avec la donnée. Ouais. Je répète, j'insiste sur ce message-là, le cash aujourd'hui se fait avec la data. Donc, plus t'as de data, plus t'as de pouvoir. Puis à qui tu revends ça? Tu sais, qui veut de ça? Ben, les gouvernements. Ouais. Les gouvernements qui veulent comprendre comment fonctionnent les autres gouvernements, comment fonctionnent les autres peuples dans les autres pays. OK, fait que c'est pas nécessairement des entreprises qui Pas font des nécessairement. études de marché, là. Ouais, ça peut être ça, mais ça, c'est gentil. OK, ouais. Mais ça peut être ça, effectivement. Là. Ils vont vendre aussi à des fins publicitaires, on s'entend. Là. Mais dans la réalité, le plus gros, là, c'est auprès des gouvernements, auprès des armées, pardon. Mm. On vit dans un drôle de monde. Hein, Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'avais déjà entendu, puis là, tu sais, corrige-moi si ça fait très stupide ou très conspirationniste, là, mais j'avais entendu que, tu sais, en Chine, tu sais, ben, c'est pas TikTok, c'est une autre plateforme qu'ils ont qui est quasiment la même, là. Puis, mais bref, c'est oui, que le nom m'échappe tout de suite, Ouais. mais en fait, TikTok, c'est le pendant occidental Ouais, de l'application dont le nom m'échappe en Chine. Okay? ouais. Puis cette application initiale en Chine, qui est la même chose que TikTok. Mais ils n'ont Sauf pas que, les mêmes algorithmes, par exemple. Ben, ils n'ont pas les mêmes droits. Ils n'ont pas le droit d'influencer. Ils n'ont pas le droit de dire du mal du gouvernement. Ils n'ont pas le droit de. Ils n'ont pas le droit de. Ils n'ont pas le droit de. Ils sont bourrés d'interdictions. Avec toutes ces interdictions, ont tout été élevées pour le TikTok occidental. Mhm. Et ils ont tous les droits. Évidemment, ça intéresse le Parti communiste chinois que TikTok, ici, ait tous les droits. Parce qu'ils vont capter la donnée. Ben Encore oui, une ils fois. ont tout à gagner. Tout. Puis si on peut critiquer le gouvernement en place aux États-Unis, au Canada, en France, peu importe, en Espagne, ben alléluia, là, ça va y avoir un soulèvement contre ça, puis la Chine a à gagner ou la Russie a à gagner par rapport à ça. Est-ce que, parce que moi, qu'est-ce que j'avais entendu dire, c'est que, genre, ils pouvaient mettre comme plus, je sais pas, de violence policière, tu sais, dans
dans les algorithmes des... Tu veux dire des fausses violences policières, des fausses images? Non, même pas des fausses, juste des vraies, mais que, tu sais, quand t'en vois beaucoup, ça te fait un instinct de vouloir te soulever. Oui, c'est de l'influence. Tu sais, t'as comme moins confiance en l'autorité, en ton gouvernement. Puis... C'est ce que je disais tantôt avec les élections françaises. J'avais jamais vu dans mon fil Facebook, puis même LinkedIn, je pense, autant de vidéos de députés qui se plantent en entrevue. Mm-hmm. C'est de l'influence. Ouais. Il n'y a plus de limite. C'est pour ça qu'il faut avoir un regard critique par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ça, je vais te faire un autre parallèle. Là. C'est il y a quelques années, là, quand tu voulais socialiser, tu allais dans des bars. Okay? Là, aujourd'hui, tu socialises sur ton cellulaire à travers des plateformes numériques. Mais avant, tu allais dans des bars, dans des c'est ça. Puis il y avait toujours les gars à côté, ou les gars ou les filles, peu importe, mais c'est pas sexiste ce que je dis là, mais les gens à côté au comptoir qui refaisaient le monde, qui avaient raison, c'est eux avaient une vision que personne d'autre avait parce que ils étaient tellement plus intelligents que tout le monde. Mais t'as toujours cette personne-là. Là. Aujourd'hui, ces personnes-là s'expriment dans les réseaux sociaux. Mais au lieu d'avoir 8 personnes autour d'eux dans le bar qui vont les écouter puis dire oui, t'as raison, là, c'est 8 millions de personnes. Ouais. Et dans le 8 millions de personnes, il y a une chance qu'il y en a quelques-uns qui disent ah, mais t'as vraiment raison. Ouais. Ça crée des chambres d'écho. Et voilà. C'est beau, hein? Ouais. Mais il y a plein de côtés positifs au numérique, à l'intelligence artificielle, aux applications, etc. Tu sais. Facebook. Ça, je dis beaucoup de mal de Facebook, mais honnêtement, Facebook, ça aide aussi à être en relation ou à maintenir une relation avec son monde. Ben oui, juste les artistes. Son entourage, pour les artistes, avec leur fanbase, etc. Ça a totalement changé tout le marché. Puis un tremblement de terre à quelque part dans le monde. Tu es capable, dans Facebook, de tout de suite dire « je suis vivant, je vais bien ». Comme ça, toute la famille, tous les amis sont au courant immédiatement. Ça, il y a plein de choses super positives. L'intelligence artificielle, ou demain le quantique, l'informatique quantique, ça va permettre d'inventer des nouveaux matériaux qui vont peut-être avoir un impact moindre sur l'environnement, sur notre planète, parce que ça va pas utiliser les produits pétroliers, par exemple. L'intelligence artificielle va permettre d'analyser des millions de radiographies pour déterminer si c'est un cancer que tu as ou pas, alors qu'un médecin, lui, va être limité. Tu sais, l'être humain est limité de par ses capacités d'analyse à un moment donné. Là, faut qu'il prenne une décision en observant un rapport médical, alors que l'intelligence artificielle, elle peut observer tous les rapports médicaux du monde entier en une fraction de seconde. Donc, il y a quand même plein de choses positives. Je me demande parce que j'avais cette question-là que j'avais oubliée, mais quand que Donald Trump, justement, il a voulu empêcher ou bannir TikTok, ça a été quoi la réponse du gouvernement chinois? Donald Trump a voulu bannir TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Ouais. Pour lui, c'était une application qui avait énormément de brèches de sécurité potentielles. Pour toutes les raisons que j'ai citées tantôt. La réponse des autorités chinoises a été de dire ben non, c'est pas vrai, tu te trompes. En fait, c'est pas les autorités chinoises, c'est TikTok qui avait répondu ça. Le ByteDance, la maison mère, en disant non, notre application est hyper sécuritaire, etc. Mais de toute façon, qui dit vrai, tu sais, à un moment donné, il paraît que l'Irak avait des armes de destruction massive. Le numéro 2 aux États-Unis, le vice-président disait ça, là. Puis dans la réalité, quelques années plus tard, on apprend que c'était... Il n'y en a jamais eu. C'est ça, il n'y en avait jamais eu. C'était un prétexte. C'était un prétexte pour faire tomber le gouvernement de Saddam Hussein à l'époque. Là, est-ce que Biden, TikTok est sécuritaire? Est-ce qu'il ne l'est pas? Qui a raison? Ben, bon, moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, il y a des brèches de sécurité dans cette application-là, mais à un moment donné, là, je suis qui, moi, pour porter un jugement par rapport à ça? La seule chose, c'est que j'ai désinstallé TikTok de mon téléphone. Puis, est-ce qu'il continue à enregistrer des affaires sur ton téléphone? Je le sais pas. Ah ouais? Je le sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Mais moi, j'ai désinstallé TikTok parce que c'était beaucoup trop addictif. Mm-hmm. Je me suis aperçu à un moment donné que, oupla, je sais même pas combien de temps je viens de passer là-dessus, là. Ouais. Tu scrolles les vidéos, puis il est intelligent, hein, l'algorithme de TikTok, il est vraiment intelligent. En fait, c'est un des algorithmes les plus intelligents, là. Ouais, je sais pas comment il a fait pour
réussir à comprendre c'était quoi, moi, le style de vidéo qui m'intéressait quand je scrollais. Mhm. Mais honnêtement, tout ce qui passait, là, probablement 70% des choses qui m'intéressaient. Ouais, il y avait comme raison. Il y avait comme raison de me pousser ça. C'est parce que tout est calculé en fonction du temps que tu passes dessus, Ouais. de quelle vidéo, qu'est-ce que tu as liké. L'économie de l'attention. Ouais. Ouais, exactement. Plus tu vas passer de temps sur l'écran, dans leur application, etc., plus ils vont gagner de l'argent. Parce que plus ils vont te comprendre, plus ils vont te connaître, plus ils vont affiner la connaissance de qui tu es psychologiquement, qui tu es culturellement, qui tu es en tant que personne, et plus cette donnée va valoir cher sur le marché pour eux. Puis ça, tu disais tout à l'heure, c'est comme la nouvelle guerre un peu entre les gouvernements, la guerre de la donnée numérique. Puis, Absolument. Parce qu'il y a autant le gouvernement chinois que j'arrête pas de pointer du doigt depuis tout à l'heure, mais il y a le gouvernement Russie. Ben oui, la Russie, c'est la même chose. Ouais. Mais ils n'ont pas d'application, eux autres. Tu sais, de qu'est-ce que tu parles tout à l'heure, tu disais que c'était plus comme des robots. La Russie? Ouais. J'ai pas d'exemple d'applications qui ont eu un succès mondial comme TikTok ou Temu. Là. On est d'accord. Ah, mais ils en font, ils essaient quand même d'en faire. Honnêtement, je le sais pas. Je serais pas capable de répondre à cette question-là. Okay. Je sais qu'ils font beaucoup de cyberattaques. Il y a beaucoup de groupes en Russie qui sont ultra organisés pour livrer des cyberattaques de grande ampleur. Maintenant, est-ce qu'ils ont des applications cheval de Troie là, qui viennent pomper toutes tes données puis les donner à Vladimir Poutine? Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui font des enfants de main? Je veux pas me mettre les pieds dans les plats, mais moi, j'ai comme l'impression que tous les pays font ça. Ah ouais? Ouais. Mais ils ont comme pas le choix. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. C'est toujours ce qu'on a dit, là. Puis la guerre, aujourd'hui, elle s'est déplacée au niveau des technologies. Elle s'est déplacée vraiment dans l'environnement numérique. Aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup plus de tort économiquement à un pays grâce aux technologies, grâce au numérique, que grâce aux canons et aux fusils. T'as-tu un exemple de scénario catastrophe qui pourrait arriver avec juste... Ben c'est ça, là, avec la donnée puis avec l'influence. Cette semaine, il y a eu une grosse panne chez Microsoft. Une petite mise à jour qui a mal tourné sur un système de sécurité. Crow, ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être vrai, hein? Mais c'est peut-être une attaque d'ailleurs, je le sais pas. Tu sais, ils nous ont présenté ça comme, OK, ben c'est une patch. On a voulu faire une mise à jour, puis ça a juste pas fonctionné. Fine. Mais typiquement, c'est le genre d'attaque qui pourrait être pilotée par la Chine ou la Russie ou d'autres pays. Puis, c'est 8 millions d'ordinateurs, je pense, qui ont été touchés. Mm-hmm. Mais c'est énormément de dollars qui ont été perdus là, pendant cette panne-là. Énormément de dollars. Donc là, imagine que tu fais ça à la grandeur d'un pays. Tu lui coupes l'accès à Internet. On fait quoi aujourd'hui sans Internet? Ben c'est sûr, ça serait la panique. Ça serait une panique totale. Puis là, ils en profitent pour mener une attaque s'ils veulent attaquer un pays. Absolument. Il y a des gros câbles sous-marins là, qui passent dans les fonds sous-marins, qui doivent les abîmer d'ailleurs au passage. Là. Je pense pas que l'impact environnemental est très positif. Il y a des gros câbles sous-marins qui passent pour amener la donnée, amener Internet un peu partout dans le monde. Imagine une attaque contre ces câbles-là, que les câbles soient rompus, coupés par une explosion sous-marine. C'est un blackout complet de l'économie. Donc oui, l'importance est énorme. Donc, il pourrait y avoir des attaques massives un jour. Je te donne juste un autre exemple, peut-être encore plus imagé. Là. Je sais pas ce que tu as comme voiture, mais il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui sont bourrées d'électronique. T'as peut-être pas de voiture, mais qui sont un vélo. Okay. Mais il y a des vélos aussi qui sont bourrés d'électronique. Un Bixi. Il y a un peu moins d'électronique, mais imagine les voitures qui sont bourrées d'électronique. Les plus récentes ont des systèmes d'autopilotage. Même s'il faut mettre les mains sur le volant à toutes les 10 secondes, reste que elle est capable de tourner le volant elle-même. Elle est capable de freiner l'ordinateur elle-même. Peut le contrôler. Ouais. Si quelqu'un prend le contrôle de ça, puis qui décide que toutes les Tesla font des accidents avec toutes les, toutes les autres véhicules électriques. Admettons. Tu pourras rien faire, t'es dans ta voiture,
l'attaque prend le contrôle de ton volant, de ton frein, de ton accélérateur, de ta boîte de vitesse, puis il arrive un scénario catastrophe. Tout ça, c'est très dystopique. Okay? Ouais, j'ai vu un film qui parlait de ça. À un moment donné, là, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un à travers le monde qui veut faire ça. Là. Mais ça serait possible. Mais ça serait définitivement possible. Ah ouais. Ou tu sais, ou juste shut down l'électricité. On peut rien faire sans électricité. Ben, tu sais, une panne. Et toute l'électricité contrôlée électroniquement. Et toute l'électronique, ben, c'est l'informatique qui gère ça. Puis l'informatique, les logiciels. ça se coupe. Ben ouais. Puis tu sais, on le voit aussi avec les... Tu sais, mettons, t'as une école secondaire tu sais, le collège où une de mes amies travaille, là, il y a eu une attaque de logiciels malveillants, là, il y a pas tant longtemps, là, tu sais, puis ça a pris tout le collège de la Nodière, là, tu sais, au grand complet, il était shut down, tu sais. C'est ça. Ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose, mais ramène ça à une économie complète, puis c'est des milliards de dollars qui sont perdus en quelques heures. Est-ce qu'on est capable de se remettre de ce genre de crash-là? Je le sais pas. Puis dans le fond, la collecte de données massives fait que t'as plus d'informations sur qui fait quoi, ou qui travaille où, quelle personne ciblée, ou comment faire pour rejoindre la personne à Reste qu'il y a quand même beaucoup de barrières de sécurité qui sont mises en place sur les infrastructures. Le mot m'échappe, mais les infrastructures sensibles. Donc, faut vraiment une expertise très pointue, très poussée pour mener ce genre d'attaque-là. Mais sur papier, écoute, c'est faisable, c'est pensable. C'est non souhaitable. Ouais, c'est sûr. Je me demande qu'est-ce que tu en penses de ça, tu sais. J'espère que je te prendrai pas au dépourvu, là, mais j'ai entendu dire comme quoi qu'il allait... il voulait peut-être faire un appel d'offres sur des systèmes de reconnaissance faciale pour la STM. La RTM. La RTM, tu sais. La RTM, ouais. Hey, moi, là, sacré. Regarde, je me pitche dans la gueule du loup tout de suite, tout seul. Moi, là, je suis pas pour ça, ces affaires-là. J'aurais peur que ça soit le pas dans la direction de devenir comme en Chine. Comme en Chine. Avec ton réflexe, c'est bon. Okay. Je hais ça en mort. Ton réflexe, c'est bon. Sauf que tu vis dans une démocratie qui a des lois, des règlements qui peuvent difficilement être contournés. Je vois mal la RTM avoir des mauvaises intentions avec ce système de reconnaissance faciale. Je vois mal la RTM ne pas mettre des systèmes de sécurité en place pour que les données liées à la reconnaissance faciale reste au sein de la RTM. Cela dit, comme je le dis depuis tantôt, il y a toujours un risque. Mais, qui n'a pas la reconnaissance faciale sur son cellulaire? Son cellulaire se débloque avec ta face. Ouais, moi, je l'ai enlevé. Ben, je l'ai juste jamais activé. T'as-tu une empreinte? Mais non. Non? OK, wow. Non, moi, j'ai peur de ça sur mon ordi. Ben, bravo. Il y a un tape, là, tu sais, pour pas voir... Oui, effectivement, je le vois, ouais. Reste que on est quand même nombreux à avoir la reconnaissance faciale, à avoir les empreintes digitales sur nos cellulaires. Puis ils l'ont sûrement pris anyway. Si t'as un Apple, OK, parfait, c'est aux États-Unis que ça s'en va, puis les États-Unis sont régis par des lois qui te protègent, blablabla, mais il y a plein de cellulaires chinois. Asiatiques, on va dire. Ouais. Il y a plein de cellulaires qui sont fabriqués dans des pays dont les données sont hébergées dans des pays qui n'ont pas ce genre de règlement-là pour te protéger forcément. Puis on a tous accepté de donner nos faces et nos empreintes digitales, sans se poser de questions. On l'a tous fait. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir confiance si on veut avancer puis vivre au 21e siècle. Ben, c'est parce que c'est tellement long, puis tu prends pas le temps de penser, ils vont-tu vraiment faire ça? Ben, donc, pour moi, la RTM qui propose ça, je comprends que ça puisse choquer. Moi, ça me choque pas particulièrement, mais j'exige que il y a un cadre qui soit mis à ça sur l'utilisation d'eux, là, on s'entend. Mais tu sais, moi, c'est juste ça me fait peur. Parce que tu sais, ma peur est pas juste basée sur n'importe quoi ou des films ou des enfants de même. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand tu regardes toutes les données qu'ils ont pris, qu'ils ont vendues
du système de santé au Québec, tu sais, la RAMQ, ben, tu sais, ils ont vendu ça à des compagnies pharmaceutiques, tu sais, pour faire de l'argent. Puis là, tu sais, quand tu regardes l'histoire avec Edward Snowden, tu sais, que dans mon cœur à moi, c'est un vrai patriote, tu sais, mais dans le cœur du gouvernement américain, c'est un crise de traite. Mais moi, ce gars-là, tu sais, ça n'avait pas été de lui, on n'aurait jamais su à quel point que les États-Unis surveillaient tout le monde, puis qu'il y avait espoir d'aller encore plus loin là-dedans. Fait que, tu sais, ça fait réfléchir, puis ça fait comme, hey, ils sont prêts à aller quand même loin. Tu sais, je sais que je suis un peu comme toi, que je suis d'accord pour dire que sont régis par des lois, puis tôt ou tard, ils vont devoir rendre des comptes, là, tu sais. Mais ça fait peur, ces affaires. Mais c'est une bonne chose qu'il y ait un maximum de monde qui soit conscientisé à ces risques-là. Que toi, t'aies peur de ça parce que Edward Snowden t'a mis ça sur la map, ta map intellectuelle, c'est une excellente chose. Puis il faudrait que les X milliards d'habitants que nous sommes sur la Terre soient conscientisés par rapport à ces risques-là. Là. Donc, honnêtement, là, c'est correct que ça arrive. Hey, il va y avoir le 3e volet du podcast, mais je veux juste faire sûr et certain qu'on ait assez de temps pour le voir. C'est l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Puis, on a frôlé un peu le sujet. Je voulais savoir, on est rendu où avec ça? Parce que ça avance tellement vite que, tu sais, v'là 2 mois, j'ai lu un article aujourd'hui, je suis sûr qu'on est rendu ailleurs. Je peux te dire où on était rendu hier. Aujourd'hui, je suis pas sûr de mon coup. Mais c'est vrai que ça évolue vite, mais c'est fascinant, là. C'est passionnant. Puis encore une fois, pour moi, l'intelligence artificielle est une bonne chose. Ouais. Utilisé dans des contextes professionnels, dans des contextes d'entreprise. C'est un outil. Là, c'est un outil pour les entreprises à devenir plus performantes, plus pérennes, aller peut-être un peu plus loin dans ce qu'elles offrent, à être beaucoup plus solides. Mais il faut que l'humain soit accompagné au travers cette intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. C'est une entreprise qui va intégrer l'intelligence artificielle va forcément faire des gains. Des gains en productivité, des gains en sécurité, peu importe les gains, mais elle va faire des gains. Ah, parce que tu sauves sur le temps. Tu sauves sur le temps énormément. Oui, tu sauves vraiment sur le temps. Sauf que si tu sauves sur le temps, qu'est-ce que tu fais du temps que tu utilisais avant? Là? Et c'est là où il faut que les entreprises s'ajustent parce qu'il y a un impact sur la main-d'œuvre. Il y a un impact sur le headcount des entreprises. Et il y a une crainte associée à l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Pour la plupart des gens, l'intelligence artificielle, encore aujourd'hui, va voler ma job. Ouais. Dans la réalité, c'est pas le cas. Ah ouais? Mais il va y avoir une transformation des métiers. Juste avant qu'on commence ce podcast, on parlait appareil photo, toi, moi. J'ai discuté avec un photographe québécois, quand même relativement connu, qui fait un excellent travail. Et c'est un des premiers photographes à avoir testé l'intelligence artificielle dans son métier de photographe. Puis il a tellement pris de goût à ça qu'il me disait qu'il passe plus de temps à faire de l'intelligence artificielle qu'à prendre des photos. Là. C'est parce que c'est tripant de regarder tout ce qu'on peut faire. Sauf que l'intelligence artificielle, c'est pas elle qui va prendre la photo. C'est lui, c'est son œil d'artiste, c'est son expérience sur l'ouverture, la focale, tout ce que tu veux, là, la profondeur de champ. C'est son c'est son expérience qui va faire qu'à la base, la photo va être de qualité. Ensuite, il peut améliorer, déformer, s'amuser, mettre toute sa créativité sur cette photo-là grâce aux outils dotés d'intelligence artificielle et lui faire gagner énormément de temps, donc pouvoir aller chercher plus de contrats, etc. Donc, ça va pas remplacer les photographes, l'intelligence artificielle, même si l'IA générative, là, comme Midjourney, est capable de créer aujourd'hui des images d'une qualité époustouflante, confondante même, ça va pas remplacer les photographes. Mais en même temps, tu sais, j'ai vu une autre entrevue que tu avais faite, que tu avais participé, où ce que le porte-parole de l'Ukraine était généré par une intelligence, c'est un avatar. Ouais, c'est un avatar créé par intelligence artificielle. Ça, on s'entend que c'est un coup marketing, là, un coup de communication, de relations publiques plus que d'autres choses pour continuer à faire parler de l'Ukraine. Là. Zelensky a besoin qu'on parle tout le temps de l'Ukraine parce que lui a besoin d'aller chercher du financement pour la guerre qu'il est en train de mener contre la Russie.
Mais reste que c'est super intéressant quand même qu'un gouvernement se dote d'un avatar pour répondre aux questions des journalistes. Mais à bien y réfléchir, quand tu vas sur certains sites web, il y a des chatbots qui répondent à tes questions. Chatbot, bot c'est robot. C'est un robot qui chatte, qui jase avec toi. Un avatar, c'est ni plus ni moins la même chose, sauf que eux l'ont équipé d'une intelligence artificielle, fort probablement dans ce qu'on appelle un RAG, un carré de sable prédéfini sur lequel l'intelligence artificielle a le droit de s'amuser et n'a pas le droit de déborder, donc n'a pas le droit d'aller chercher de l'information sur le web qui pourrait être n'importe quoi, non vérifié, etc. Donc elle s'amuse sur de l'information vérifiée et contrôlée, mais reste que leur avatar est basé là-dessus. Donc c'était plus pour faire parler d'eux. Mais il y a en Chine, je crois, ça a été présenté comme une entreprise se dote d'un CEO, d'un président ou d'une présidente qui est une intelligence artificielle. Ça a été présenté comme ça. Dans la réalité, c'était un CEO d'entreprise qui s'était doté d'une intelligence artificielle pour l'aider, lui, dans ses prises de décisions quotidiennes qui sont souvent financières. Puis quand on parle d'intelligence artificielle, pour tout ce qui est analyse des données financières, c'est assez extraordinaire là, ce que c'est capable de ressortir, parce que ça, c'est basé sur des chiffres qui sont, si les chiffres sont bons, là, c'est basé sur des chiffres bons, qui fait que les analyses sorties de ça, là, tu peux pousser extrêmement loin les analyses financières. Donc, dans la réalité, ce CEO-là n'avait pas été remplacé, mais était aidé maintenant par une intelligence artificielle. Puis, il y en a d'autres, des exemples comme ça, là. Fait que l'intelligence artificielle va pas voler des jobs? Non, elle va les transformer. Elle va leur permettre d'évoluer. Elle va permettre de couper dans tout ce qui était de moindre valeur pour un être humain par rapport à une entreprise. Puis ça a été vrai à l'arrivée des ordinateurs, il y a quelques dizaines d'années, où on a gagné du temps à écrire des textes sur l'ordinateur versus papier crayon. Mais tu sais, il y a des jobs qui se sont perdus, par exemple. Et il y a toujours des jobs qui se sont perdus. Okay. Tu sais, Fait que c'est pas concrètement comme toi, tu pognes ta boîte, va-t'en, on met un robot là. Mon employeur, Talsom, chaque année, depuis plusieurs années, édite un livret ou un livre qui s'appelle le radar technologique. Donc, passe en revue toutes les technologies existantes ou à venir, puis regarde c'est quoi l'impact sur les entreprises, comment est-ce que les entreprises pourraient l'utiliser, etc. Puis la dernière édition du radar, qui est sortie là il y a une couple de semaines, porte justement sur cette peur que ça me vole des jobs, okay, ou que ça en détruise. Puis fait un historique à travers le temps de c'est quoi les innovations de rupture qui ont bouleversé les modèles d'affaires des entreprises. Puis je vais juste en citer un. Tu l'as cité tantôt. L'arrivée de l'électricité. On est passé de « il faut que nos usines soient proches d'une rivière qui puisse, avec la roue, alimenter en énergie ou au charbon, etc., notre production » à « l'électricité partout, je peux mettre mon usine où je veux ». Sauf qu'il y a des jobs qui ont été perdus. Là. Le job de celui qui remplit la machine, le four de charbon, là. Il fait plus ça, là. Tu mets un interrupteur à on, puis t'as l'électricité, tu le mets à off, t'as plus d'électricité. C'est pas une job, ça. Donc oui, il y a plein de jobs qui se sont perdus dans le temps avec l'arrivée des différentes technologies. La machine à vapeur, ça a été ça. Ensuite, l'électricité, le moteur à explosion. Tous les métiers, ça, les chevals ferrants, là, ceux qui faisaient les fers à chevaux, là. Il y en a combien aujourd'hui? Les tisseurs, il y en a combien aujourd'hui? Les machines à tisser ont été remplacées, etc. Ça a toujours été le cas. Là, on panique, on capote avec l'intelligence artificielle. Ça va en faire disparaître des jobs, ça va en transformer d'autres, mais ça va surtout en créer des nouvelles. Il y a 2 ans, si je t'avais dit que tu pouvais gagner pas mal d'argent en étant un prompt engineer, un ingénieur de prompt, de requête pour l'intelligence artificielle, m'aurais-tu cru, tu m'aurais regardé avec des yeux énormes en me disant, c'est quoi ça, des requêtes pour l'intelligence artificielle? C'est un métier aujourd'hui de bien savoir écrire des requêtes pour l'intelligence artificielle de façon à avoir un résultat en sortie qui soit exactement ce que tu voulais. C'est un métier, puis c'est bien payé, mais ce métier-là n'existait pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc ça en crée aussi des nouveaux métiers. Donc
là-dessus aussi, moi, j'invite tout le monde à télécharger le radar chez Talsom, puis de le lire, parce que c'est vraiment intéressant. Mais honnêtement, ne paniquons pas avec l'intelligence artificielle. La seule grande différence, puis ça, je vais l'admettre bien volontiers, c'est que l'arrivée de l'électricité s'est fait très progressivement, puis ça a pris des années, sinon même des dizaines d'années, avant que l'électricité soit partout dans tous les pays du monde entier. L'intelligence artificielle, on s'entend que le taux de pénétration, là, ça a été, c'est pas une courbe linéaire tranquille. Non, c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est quasiment une ligne droite. Donc, l'humain a toujours besoin un peu de temps pour s'adapter, là. Puis là, il s'est retrouvé face à quelque chose qui ne lui offrait pas ce temps-là d'adaptation. Donc là, un peu comme la COVID, hein. C'est quand la COVID est arrivée, puis on a dit on ferme toutes les entreprises, on ferme l'économie, là. Mm-hmm. Rentrez chez vous. OK, mais là, on fait quoi pour travailler, là? Donc, il y a eu une adaptation fulgurante à Teams, Zoom, etc., à se voir à travers un écran, puis à tenter de travailler et collaborer tous ensemble. Puis ça s'est fait extrêmement rapidement. C'est un peu ça aussi, l'intelligence artificielle. Puis aujourd'hui, on est quelques années après la COVID, on a pris le pli, on a pris l'habitude, puis la COVID a forcément créé des nouveaux emplois, on a forcément fait perdre aussi, je le sais pas. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est la même chose, encore plus rapide. Mais tu sais quoi? Je suis super positif. Nous, bien évidemment, chez Talsom, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis je le vois chez mes clients, il y a un appétit pour ça. Il y a vraiment un appétit réel, puis tout le monde a le goût d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses processus, dans sa façon de travailler. T'auras pas le choix. Et tout le monde est super prudent en disant, oui, mais pouvez-vous nous accompagner sur le choix des cas d'usage? Tu sais, on veut pas utiliser l'intelligence artificielle à large pour le moment, on veut l'utiliser sur des choses très précises qui vont générer un maximum de valeur de façon à faire des petits par la suite. Puis oui, à un moment donné, avoir une intelligence artificielle au sein de l'entreprise au complet. Donc, ce que moi je vois dans le marché, là, c'est quand même extrêmement positif. Les entreprises sont pas si frileuses à ça. Puis tu sais quoi? Les gens au sein des entreprises sont pas si frileux. En fait, il y a un appétit. Il y a une curiosité. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir faire pour m'aider dans ma job? Puis honnêtement, là, c'est peut-être parce que j'évolue dans un milieu dédié à ça, mais j'entends personne me dire Stéphane, ça va-tu voler ma job? J'ai jamais cette question-là. Jamais. Donc, super positif. Ouais, mais les entreprises qui se prêtent pas au jeu, eux autres, ils vont avoir un retard, c'est sûr et certain. Ah, là, oui. Le train doté d'une intelligence artificielle va beaucoup plus vite que le train qui n'est pas doté d'intelligence artificielle. Là, oui, définitivement, il y a un écart qui va se construire. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal toutes les entreprises qui s'intéressent à ça maintenant. Ouais. En tout cas, je ne peux pas concevoir qu'il n'y a pas une entreprise qui se pose au moins la question, faut-tu que je regarde l'intelligence artificielle? Oui, non. S'il y en a qui répondent non, non, je donne pas cher de leur peau, effectivement. C'est comme si, à l'époque, tu avais dit, tu sais quoi, l'électricité? No way. Jamais chez moi. L'Internet, ça marchera pas. L'Internet, jamais. Un ordinateur, jamais chez moi. Il n'y a rien qui va battre la radio. Voilà. Exactement. La télévision, c'est de la merde. Mais la radio existe encore. Ouais. La télévision existe encore. C'est un déplacement qui se fait. Les jeunes sont plus podcasts, effectivement, sont plus réseaux sociaux, etc. Les plus vieux vont être plus radio et télé. Puis après, c'est les usages. Quand je suis dans ma voiture, soit je vais écouter un podcast, soit je vais écouter la radio. Il y avait de quoi d'autre aussi te parler tantôt que je trouvais ça super intéressant. Je parle trop. Non, zéro. Dans le domaine de la santé. Oui. Tu sais, parce que j'avais déjà entendu une chronique là-dessus que le monde... quelqu'un avait parlé de ça, mais c'est vrai que, tu sais, si tu mets plein de données ou plein de radios, tu sais, l'intelligence artificielle peut trouver un problème que le médecin n'aurait jamais vu. Ne pourra pas détecter, définitivement. Ah oui, absolument, parce que ça va beaucoup plus loin l'analyse, là, on s'entend. Puis c'est la même chose pour les robots chirurgiens. Tu sais, ils peuvent avoir une précision que la main humaine n'aura pas. La main humaine veut pas... Je sais que les chirurgiens sont bons là-dedans, là, mais la main humaine veut pas. Il y a des micro-tremblements qu'un robot n'aura pas. Puis parfois, j'imagine que quand tu veux réparer une cellule parmi des millions, faudrait pas tant trembler, là. J'imagine. Je sais pas, je suis pas médecin. Donc oui. Puis la
5G, tu sais, on a beaucoup parlé de la 5G aussi à une époque, puis de la 6G qui va s'en venir, mais beaucoup de gens disaient justement dans les réseaux sociaux, dans certaines bulles des réseaux sociaux, la 5G était cancérigène. Tu allais avoir un cancer du cerveau avec la 5G. Ça s'est pas avéré vrai là dans les faits. Là, c'était juste du complotisme plus qu'autre chose. Mais la 5G a aujourd'hui un temps de latence, c'est-à-dire un temps de réaction identique à celui du cerveau. C'est-à-dire que un médecin basé, je sais pas, en Espagne, qui veut opérer quelqu'un basé à Montréal, à travers des robots, pourrait. Parce que le temps de latence est quasi nul. C'est-à-dire, sa décision est instantanée. Mais il faudrait pas qu'il y ait un shutdown. Et voilà! Cette journée-là. Non, mais t'imagines, sur les hôpitaux, sur le système de la santé, les shutdowns. Puis d'ailleurs, il y a certains hôpitaux qui ont souffert de cette mise à jour Microsoft qu'a plantée. Il y a des chirurgies qui ont dû être reportées. Il y a toujours un impact par rapport à ça. Là, est-ce que j'ai dérivé? Tu me parlais de quoi? De système de la santé puis d'intelligence artificielle? Non, c'était pas mal ça. Là. C'était que les médecins, dans le fond, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? C'était que ils vont pouvoir utiliser ça comme un outil aussi, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des maladies que le médecin n'aurait pas détectées. Puis pas juste ça, pour leur connaissance aussi. Tu sais, il y en a des études, il y a des publications scientifiques, c'est ça le terme que je cherchais, des publications scientifiques qui sont faites partout à travers le monde. Probablement qu'il y en a quelques dizaines ou centaines par jour, donc milliers par année. Tu peux pas demander à un médecin, un chirurgien spécialiste de lire toutes les études qui existent. Puis les connaître par cœur. Puis les analyser, puis en tirer ses propres conclusions, nanana. Ça, l'intelligence artificielle te le fait. Elle te lit tout. Puis elle peut être spécialisée dans le résumé d'eux. Puis voici les avancées. Voici ce qu'on pensait, voici ce qu'on pense maintenant. Voici les différences. Puis voici les critiques que les gens en font. Fait que là, qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait comme rentrer ses symptômes quasiment. Puis... Il écrit un prompt. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, honnêtement, là, c'est fabuleux ce qu'on peut faire en santé. Puis, je parlais aussi tantôt, puis ça peut s'appliquer au secteur de la santé, la création des nouveaux matériaux. C'est quoi ça? C'est quoi ça veut dire? Ben, je sais pas. Tu veux créer... admettons que tu as des problèmes cardiaques, il faut changer ton cœur. Tu as deux choix aujourd'hui. Soit on transplante un cœur de quelqu'un d'autre, soit on te met un pacemaker. Demain, peut-être que grâce à l'intelligence artificielle ou quantique qui s'en vient, on va pouvoir recréer un cœur artificiel avec des tissus humains, je sais pas. Un organe. Comme s'il était printé 3D. Là. Exact, mais avec un nouveau matériau qui n'existe pas, que l'intelligence artificielle aura créé, qui va être aussi élastique, aussi, je sais pas, j'y connais rien en médecine, là. Mais c'est ce principe-là. Puis on peut créer des matériaux, tu sais, toute notre vie est entourée de plastique, puis le plastique, c'est fait à base de pétrole. Demain, là, l'intelligence artificielle ou le quantique invente un autre matériau qui est aussi pratique que le plastique, mais qui n'a pas d'impact sur l'environnement. La planète Terre va s'en porter beaucoup mieux. La planète Terre de façon générale. Là. Même les déchets de plastique là, qui sont pas compostables, là, c'est l'enfer pour la planète Terre. Imagine maintenant qu'on invente un matériau qui se décompose, qui soit aussi pratique, aussi solide, aussi malléable que du plastique. Là. Tu fais tout comme pour le plastique, mais qu'en plus, ça peut se décomposer. Tout à l'heure aussi, quand on parlait des jobs que le monde a peur, mettons, de perdre leur job, comme même. Moi, je me demande si le secteur du divertissement m'en mangerait pas une claque, parce que là, tu sais, maintenant, ils sont capables de reproduire des petits films, pis tout ça, pis on le voit aujourd'hui, fait que j'imagine pas dans 1 an ou 2 ans. Ça sera plus des petits films, ça va être des films complets. Oui, fort probablement, mais là aussi, c'est une question de choix. Est-ce que moi, comme spectateur, j'ai le goût d'aller voir un film généré à 100% par une intelligence artificielle, ou j'ai le goût d'aller... Ouais, c'est ça, donc sans vrais acteurs, ou j'ai le goût d'aller voir un film qui a été dirigé par un réalisateur, qui a été joué par des vrais acteurs. C'est un choix de société après, là. Puis peut-être que je vais avoir le goût de voir les deux.
Mais moi, la condition que je veux qu'on impose, c'est dis-moi que c'est généré par l'intelligence artificielle. Je veux le savoir à la base. C'est comme les textes, plein de textes qui sont écrits 100% par l'intelligence artificielle. Je veux savoir, je veux qu'il y ait un disclaimer, ce texte est écrit par l'intelligence artificielle. Parce que moi, je vais pouvoir le juger autrement. Je vais pouvoir apporter un esprit critique différent de c'est Jer qui a écrit ce texte-là. C'est l'opinion de Jer. C'est la même chose dans l'industrie cinématographique ou dans l'industrie des médias ou dans l'industrie artistique. Moi, culturelle. c'est simple, il va y avoir plein de fautes de grand-mère dedans. Et voilà. Mais l'intelligence artificielle pourrait recréer ça. Ouais. Écris-moi un texte, un show d'humour en mode Jer Alain. C'est sûr qu'il va y avoir une faute dans le titre. C'est ça, il va y avoir un sacre peut-être, puis ouais. OK. Mais oui, l'industrie va en souffrir, probablement à court terme, parce qu'il faut lui donner le temps de faire le pivot. Mais peut-être qu'il va avoir des stamps, là, c'est comme des étampes dessus pour dire, tu sais, c'est comme le bio puis pas bio. Là. Ben, l'Europe est toujours en avance un peu sur le reste du monde sur la législation, le cadre, les cadres réglementaires. Là, tu dis pas ça parce que tu viens de France? Non, parce que, mais non, en fait, non, pas du tout, parce que ça les ralentit aussi à quelque part en innovation. OK. C'est à deux pôles d'innovation qui se disputent le monde, c'est les États-Unis puis la Chine. Puis au milieu, t'as l'Europe qui se dit « Wow, OK, j'ai pas leurs moyens financiers, je peux pas innover comme eux. OK, moi je vais réglementer. » Donc c'est des empêcheurs de tourner en rond, là, en quelque sorte. C'est bon, il nous en faut des empêcheurs de tourner en rond. Donc je veux pas les défendre, mais ça les empêche aussi d'aller plus rapidement, d'aller à la même vitesse que les deux autres, parce que eux, c'est très réglementé, etc. Puis, donc, ils sont en train, pour répondre à ta question, ils sont en train de regarder justement, oui, qu'est-ce qu'on pourrait rubber stamper made in IA ou pas, ou à quel pourcentage ça a été fait, est-ce que c'est une IA dangereuse, pas dangereuse, etc. Oui, c'est en train de réfléchir, tu sais, pour les images. Tu sais, les images, on les regarde tous sur des écrans. Nos écrans, c'est fait de pixels. Un pixel, c'est indétectable à l'œil. Il pourrait y avoir un pixel dans toute une image qui dit « Je suis une IA » ou « J'ai été généré par une IA ». L'œil humain va jamais le capter. Mais si tu poses la question « Cette image a-t-elle été générée par une IA ?» Le logiciel va analyser tous les pixels. Il y en a un qui dit « J'ai été généré par une IA ». Donc, tu vas avoir ta réponse. Parce que là, c'est ça, là, tu sais... il semble avoir un flou entre la réalité puis... Total. Mais c'est normal. Tu peux pas demander à un gouvernement de légiférer sur une technologie qui n'existait même pas il y a 4 ans. Oublie ça. Il n'y a pas un gouvernement à travers le monde qui est capable d'être aussi agile que ça. Là. Ça se peut même pas parce que il y a des ramifications au texte de loi. Là, c'est un nœud, c'est un labyrinthe, cette patente-là. Là. Donc, si tu touches un mot dans un texte de loi, il y a des répercussions sur d'autres textes de loi. C'est tout ça qu'il faut analyser. Donc ça prend un temps monstrueux. Peut-être que l'intelligence artificielle pourrait leur faire gagner du temps. En revanche, il faudrait que j'en parle à Eric. Utilise donc l'intelligence artificielle, Eric, pour écrire tes textes de loi. Mais bref, mais en fait, c'est quasiment même pas une joke. Puis je suis sûr qu'ils le font déjà. Là. En fait, je suis sûr. Non, je suis pas sûr, mais j'espère qu'ils le font. Mais donc c'est ça, donc il n'y a pas un gouvernement qui est capable de légiférer aussi vite que la technologie évolue. Puis quand je te disais à la joke, je peux te parler de l'IA d'hier, je peux pas t'en parler d'aujourd'hui parce qu'elle a peut-être évolué. Il y a peut-être pendant qu'on se parle une actualité où ChatGPT 5 est sorti, là, ça peut très bien arriver. Puis demain, ça sera l'intelligence artificielle générale. Une intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui est capable de raisonner comme un cerveau humain. C'est quoi qui te fait peur de l'intelligence artificielle? Tu sais, où est-ce qu'il faudrait pas aller? La procrastination, c'est ça qui me fait peur. Que l'humain procrastine face à ça, puis se dise « Ah, c'est tellement confortable l'intelligence artificielle, ça fait tout à ma place, alléluia. » Puis là, on va se faire manger tout rond. Par qui? Par l'intelligence artificielle. Demain, si l'intelligence artificielle commence à raisonner comme un humain, demain, si on est capable d'injecter dans l'intelligence artificielle la notion de conscience, je donne pas cher de l'être humain si on procrastine face à ça, eh ben, l'intelligence artificielle va être capable de décider elle-même comment est-ce qu'elle va nous influencer. Ça marche, l'influence, à travers les données. On en a parlé là, pendant 60 minutes ensemble. Ça marche. On est capable de porter
certaines personnes au pouvoir qui, 20 ans avant, seraient jamais passées au pouvoir. Jamais. Donc, imagine demain qu'une intelligence artificielle tellement intelligente, dotée de conscience, etc., qui raisonne comme un être humain ou qui raisonne mieux qu'un être humain parce qu'elle est bien plus intelligente, décide que moi, je vais prendre le contrôle de tout ce monde-là, des 9 milliards d'habitants. C'est dystopique complètement mon affaire, je ne crois pas que ça arrivera. Mais techniquement parlant, qu'est-ce qui empêcherait ça? Techniquement, pas grand-chose. Réglementairement, j'espère qu'on va pas procrastiner puis qu'on va mettre des barrières extrêmement précises. Mais on en parle de toute façon, donc ça va se faire. Mais est-ce qu'il y en a qui travaillent à essayer de donner une conscience? Oui. C'est juste une évolution normale. Oui. On est rentré, on a mis le doigt dans l'engrenage, là. Ouais. C'est, la boîte de Pandore est ouverte, là. on est dans une société capitaliste. Le succès, là, c'est ce qui est le plus important. Le cash, c'est ce qui est le plus important. Donc, une entreprise qui se lance, un OpenAI, là, qui s'est lancé, qui a démocratisé l'intelligence artificielle. Ils ont lancé ChatGPT 1, 2, 3, probablement. J'ai connu à partir du 3, là. Puis 3.5, puis 4, puis 4O. Mais s'ils veulent rester en vie, puis continuer à engranger du cash, des dollars, faut qu'ils continuent à faire évoluer leur intelligence artificielle. C'est quoi le next step? C'est quoi la prochaine évolution de l'intelligence artificielle? C'est de se rapprocher tranquillement, pas vite, du cerveau humain. Pas le choix. Mais penses-tu que c'est pas ça qui va nous mener à notre perte? Ça pourrait, si on procrastine. Moi, c'est ça qui me fait peur. Non, mais tu sais, s'il y a une guerre entre les gouvernements, puis il y a une guerre entre les entreprises, et en plus entre les gouvernements, fait que, tu sais, là, c'est la loi de celui qui veut le faire le plus rapidement, fait que là, tu tournes des coins ronds, comme tu disais. Là, on va tempérer ce discours dystopique. On a inventé la bombe nucléaire, la bombe atomique, je veux dire. Ça n'a pas explosé partout sur la planète. Ça a passé proche. Ça a passé proche. Ça a passé proche. Mais ça n'a pas explosé partout sur la planète. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, ça aurait pu. Mais moi, je ne retenterais pas l'expérience. Mais on est en train de la retenter avec l'intelligence artificielle. Veux pas, là, c'est plus soft. C'est moins visible. Mais ça peut faire tout autant, sinon plus de dégâts. Mais c'est pas parce que, encore une fois, je l'ai dit tantôt, si tu veux la paix, prépare la guerre. On prépare la guerre. Et la guerre, aujourd'hui, s'est déplacée sur le numérique, s'est déplacée sur les technologies. Le champ de bataille, il est là. En fait, encore une fois, c'est Asmamala qui dit ça, là. Le champ de bataille, c'est nos cerveaux, maintenant. On est dans une guerre cognitive. On n'est pas dans une guerre de tranchées sur le terrain, on est dans une guerre cognitive. Ouais, c'est pas le plus d'hommes, là. C'est pas visible, hein, ça. Hein? Ça fait pas saigner. Hey, Stéphane, c'est quelque chose, hein? C'était vraiment cool. Merci d'être venu sur le podcast. Merci pour l'invitation. Je suis désolé hein, si j'ai débordé de partout, là. Moi, encore lisse, moi, j'adorais ça. Parfait. J'aime ça, moi, ces discussions-là, parce que, tu sais, c'est tellement loin de moi, là, mais j'aime ça quand on a... tant, hein, parce que tes questions sont vraiment pertinentes, puis tes réflexions autour de ça sont vraiment pertinentes et très justes. Donc, non, je pense pas que ce soit si loin de ça, de toi. En tout cas, j'aime ça avoir un spécialiste qui vient m'en parler. En parlant de spécialistes, on a les spécialistes du café, qui est les cafetières Bellucci, qui est offert par procafetière.ca. Nice. Puis il t'offre une poche de café du WhatsApp Podcast. Eh ben, moi qui suis amateur de café, c'est comme... puis il est en grain en plus, c'est merveilleux ça. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment cool. Ben, merci à toi. Puis si on veut te suivre... LinkedIn est le meilleur moyen. OK. Définitivement, je publie toutes les semaines sur LinkedIn. Je suis aussi chroniqueur dans le podcast Bruno Guglielminetti, Mon Carnet. Je suis désolé, je fais de la pub pour un autre podcast. C'est bien correct. Je suis dans le podcast de WhatsApp. Puis, ouais, c'est pas mal ça pour me suivre. On peut te voir des fois aussi, c'est ça, au TVA Nouvelles ou à la presse aussi. De temps en temps, j'écris dans la presse. Ouais, je suis publié. D'ailleurs, lundi prochain, je devrais avoir une lettre de publier dans la presse sur l'entreprise apprenante. Et on parle d'intelligence artificielle. Ah, c'est parfait. Ouais. Hey, encore une fois, gros merci, Claire. Stéphane Merci à Ricoul. toi. C'est vraiment très apprécié. Merci tout le monde d'avoir écouté et un gros merci encore une fois aux commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Poum, 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 poum.